Merci Philippe d'être là. Merci Antoine Pellion d'être avec nous. Quand on parle de plans, ça me rappelle mes cours à l'ESCP où ils étaient souvent assortis du qualificatif de quinquennaux, pour faire référence, vous vous souvenez, à l'ex-URSS. Alors connoté certes, mais bien utile quand il s'agit de se projeter, de donner des perspectives. Qu'auraient été les grands projets français tels que Concorde, le TGV, le programme nucléaire, sans la planification. Alors oui, aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir avec vous une direction, un sens. On en parle depuis le début de cette soirée, et des objectifs. Et vous avoir avec nous en proximité, grâce à EY et la Tribune, n'est-ce pas là aussi un bon plan? Merci d'être avec nous. Je vous invite à rejoindre Antoine Pellion et on vous applaudit encore une fois avec Philippe. Merci. Merci Frédéric pour cette introduction. Un bon plan, je pense que c'était tout à fait pertinent. Donc, pour celles et ceux, bonsoir d'abord Antoine Pellion, merci d'être avec nous. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de regarder comme moi et sans doute quelques autres ce que c'est que la planification écologique dans vos tableurs. C'est vrai que chez EY, sans doute, où on a l'habitude de travailler, je ne vais pas citer le nom des tableurs, mais vous connaissez tous. Voilà, vous avez fait chauffer Excel, ça c'est sûr. Cette planification, elle donne un cadre qui, quand on le regarde, alors pas non plus un expert de tout, mais c'est très convaincant, effectivement. Vous donnez des objectifs, vous dites des étapes, vous dites à quoi on veut arriver, vous avez travaillé, vous allez pouvoir nous le réexpliquer avec une vraie méthode, avec l'ensemble des parties prenantes. Mais ce que j'ai envie de voir avec vous ce soir, parce que quand je vous regarde, si je puis me permettre, je pense à la DATAR, en fait. Je pense à un organisme qui a disparu, mais que certains d'entre vous peut-être ont encore appris ça quand ils étaient à l'école. On parlait de la DATAR, et je dis ça parce que vous allez maintenant vous charger de la mise en œuvre, j'allais dire, était le diable est vraiment dans le détail et dans la mise en œuvre sur le terrain, au niveau local et au niveau de chaque grand secteur, et voire même de descendre, évidemment, avec toutes les entreprises, sur le terrain. Et ce sont ces COP régionales qui ont été annoncées, qui vont être maintenant le nerf de la guerre, de la bataille du climat. Donc peut-être deux mots, Antoine Pellion, maintenant que j'ai fait ce court chapeau, pour nous dire c'est quoi cette planification écologique, et puis est-ce que vous allez être le champion du Tour de France du climat? Bien, bonsoir à tous. Alors cette planification écologique, c'est à la fois un certain nombre d'objectifs environnementaux et le chemin pour y parvenir, comme vous l'avez indiqué. Donc il y a bien sûr le sujet du climat, de la baisse de nos émissions, avec un objectif qui est très fort. Ce chiffre est, je trouve, très marquant, faire en 8 ans autant qu'on a fait en 32 ans en termes de baisse d'émissions. Donc la marche est vraiment très haute à franchir. Mais ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais rapidement revenir sur le sujet de la biodiversité, qui est un enjeu majeur, l'adaptation au changement climatique, le sujet de santé-environnement, et aussi le sujet de gestion durable de nos ressources. Parce que très vite, en fait, quand on prend tous ces sujets d'émissions, des choses d'adaptation, on tombe sur des sujets de les limites finies, quelque part, à la fois de la disponibilité en eau. Il faut quand même avoir en tête, je rappelle ce chiffre que je trouve très frappant, un scénario où la France se réchauffe de 4 degrés, ce qui correspond à 3 degrés au niveau mondial. On va perdre, en termes d'eau disponible, plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Et donc, c'est un changement absolument majeur, à la fois de climat et d'usage qui sont derrière. Mais ces questions de ressources, c'est aussi l'énergie décarbonée, bien sûr, sa disponibilité. C'est aussi des sujets de biomasse, de foncier, qui était aussi une ressource de plus en plus rare. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à concilier. Et je louperais quelque chose si je me limitais uniquement aux enjeux purement écologiques. Derrière, il y a des enjeux absolument majeurs en termes d'évolution de notre tissu industriel. Je pense que le président de la République a beaucoup insisté dessus en septembre. Cette transition, c'est aussi à la fois une opportunité pour pouvoir développer une base industrielle sur des produits sinon qu'on importerait. Je pense aux pompes à chaleur, aux voitures électriques. Véronique Bédag évoquait la construction hors site tout à l'heure, par exemple, c'est aussi un des sujets. Donc énormément de choses, d'opportunités. Et c'est important, quand on fait cette transition profonde, qu'on accompagne notre tissu industriel. Et donc ce qui va avec, c'est bien sûr les emplois, la formation. Donc tout ce que j'écris là est très systémique. Alors très vite, on peut se dire, donc là, le travail qu'on a mené, et puis je profite que je suis dans cette grande maison de Bercy pour souligner que ça n'est pas uniquement le secrétaire général, mais c'est un travail très collectif, et donc avec une très forte implication là, de toutes les équipes de Bercy sur le sujet, notamment. Ça nous a conduit du coup à décrire, effectivement, par secteur, et puis aussi année après année, quel était un chemin possible. J'insiste sur le côté un chemin possible, parce que c'est pas le Gosplan. Il y avait l'introduction qui est... Il ne faut pas non plus se tromper. L'introduction faisait référence à l'Union soviétique. Je pense qu'il faut être très clair sur ce point-là. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'aller prescrire depuis Paris, ni depuis un bureau, en se disant ce que doit faire chacun des acteurs, en étant extrêmement définitif sur chaque contribution. Le premier objectif, c'est de décrire une vision possible de la façon dont elle peut se passer de façon cohérente,
en prenant tous les bouts, à la fois le bout des émissions, l'affection des ressources associées, les investissements, emplois et compétences, donc d'écrire quelque part ce chemin global qui est cohérent avec nos objectifs environnementaux. Et après de se dire, et c'est là où c'est relativement collaboratif finalement, c'est de se dire par rapport à ce point de départ de discussion, il y a peut-être des alternatives possibles, discutons-en, et par contre, il faut que ces alternatives qu'on met sur la table, il faut qu'elles bouclent aussi. Donc, c'est-à-dire que si on fait un peu moins d'efforts à tel endroit, il faut dire où on le fait un peu plus d'autres, et puis est-ce que ça boucle aussi en matière de ressources, etc. Et tout cela dans un cadre d'une économie de marché, parce que souvent on me dit, sympathique votre exposé, mais au final, où est l'économie de marché dans tout ça? Très clairement, on n'est pas en train de dire qu'on va décider de l'investissement public partout. L'investissement privé a une place absolument prépondérante dans tout ça. Et j'insiste un dernier point sur le fait que c'est pas le Gosplan. Et puis par ailleurs, je pense que c'est important aussi pour que chacun s'engage dans l'action finalement, d'avoir une notion de cet effort, il doit être justement réparti. Ce qu'on demande, et je pense que c'est important aussi pour mobiliser l'ensemble de la société, les citoyens, etc., c'est que, tout le monde doit faire une part de l'exercice, dit trivialement, personne ne peut se planquer dans l'histoire. Deux, les actions qu'on met sur la table, d'abord, avant tout, on les met sur la table parce qu'elles sont efficaces, quelque part, pour atteindre nos objectifs. Et puis en termes de répartition de l'effort, et ça c'est important ici aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près la moitié de la baisse de gaz à effet de serre, on considère qu'elle est entre les mains des entreprises. 25% entre les mains des pouvoirs publics au sens large, les compétences des collectivités, de l'État, et puis uniquement les 25% restants chez les citoyens qui se déplacent, qui se chauffent, qui s'alimentent. Et ça, c'est important de faire 75% de l'effort avec les gros, entre guillemets, et 25% de l'effort restant avec les Français. Alors justement, parce qu'il va sans doute y avoir des difficultés, des résistances sur ce chemin, je reprends cet exemple de la data, je ne sais pas si vous le reprenez à votre compte, vous ne l'avez pas commenté, mais Elisabeth Borne a dit, en tout cas, il va y avoir des COP régionales. Quel va être votre rôle? Comment vous allez travailler au niveau local, au niveau des territoires? Alors c'est un peu la même démarche. Donc là, elles ont été engagées la semaine dernière, puisqu'il y a eu dans le Grand Est et en Guadeloupe les premiers événements de lancement de ces COP régionales. L'idée, c'est assez simple finalement, c'est de se dire, cette vision du chemin pour atteindre nos objectifs, en fait, elle se décline très vite, très localement, très territorialement. En l'occurrence, on a pris la maille régionale au sens géographique, ça veut dire que ça implique tous les acteurs. Et on se dit très concrètement, par exemple, en matière de développement des véhicules électriques, en matière de transport en commun, en matière aussi d'alimentation. On évoquait tout à l'heure l'alimentation. On a une loi Egalim qui dit, en plus des sujets de négociation commerciale qu'on évoquait tout à l'heure, qui dit il faut 50% de produits de qualité ou bio, du coup, dans l'alimentation collective. On en est où concrètement? Et donc ce travail-là, assez quantitatif finalement, on le décline à la maille de chaque région. On ne part pas de rien, parce que les collectivités, elles ont commencé à faire leur plan d'action. Par contre, la question, c'est d'être assez concret sur la métrique. Est-ce que le compte y est ou pas? Quel chemin pour y parvenir? Comment est-ce que, pareil, on se déploie sur chacun des territoires pour y arriver? Donc c'est le travail qui a été engagé et qui va nous prendre, donc, en termes de calendrier, peut-être de diagnostic de l'action, l'état de l'action aujourd'hui d'ici Noël, et puis ensuite renforcement du plan d'action de chacun des territoires d'ici l'été prochain. Et je pense qu'on n'aura pas tout traité d'ici là, et ça sera après une forme d'itération pour arriver à muscler et à renforcer l'atteinte des objectifs. Alors comme ça s'appelle quand même le plan, il y a un rôle important de l'État, et ce sont les préfets de région qui vont donc devoir mettre en action finalement tout ce qui est proposé. Comment ça va se passer? Alors c'est piloté à chaque fois par à la fois le préfet de région et le président du conseil régional, qui du coup co-préside ces COP régionales. Et ensuite ça mobilise l'ensemble des acteurs locaux, donc à la fois les différents niveaux collectivités, mais aussi les entreprises au niveau local, mais aussi un certain nombre de citoyens, de forces politiques qui vont permettre du coup de fédérer tout cela. Parce qu'il faut bien avoir en tête que chacune des actions, quand je les prends, concrètement par exemple, je prends l'exemple des véhicules électriques. Véhicules électriques, c'est un sujet qui dépend des départements pour le schéma de borne publique, qui va dépendre aussi d'un certain nombre de métropoles ou de l'État pour pouvoir avoir des aides pour acheter ces véhicules qui peuvent être plus chers à l'achat, même si en TCO, du coup, le compte peut y être, qui va dépendre aussi des constructeurs sur les moments de l'autre. On voit que c'est très multi-acteurs à chaque fois, et chacun des sujets pris indépendamment, il faut faire une équipe finalement. Donc cette équipe, il faut la structurer au niveau local, et c'est effectivement autour des préfets et puis des présidents de conseil régional que les choses vont se nouer. Et si on prend les sujets de biodiversité, vous en avez parlé, qui sont quand même de plus en plus importants, mais assez difficiles à appréhender, y compris au niveau local, au niveau des entreprises. En général, ça se termine par des manifestations, voire des ZAD. Comment est-ce que vous comptez procéder ? Alors pareil, la même méthode un peu analytique, on ne se refait pas là-dessus. On a pris un certain nombre d'actions très concrètes. Alors ça passe par des choses que vous connaissez bien, qui sont par exemple les aires protégées, et donc la protection forte, mais c'est aussi des sujets, la biodiversité, de gestion durable de la forêt par exemple. Et donc ça, on voit que
il y a la forêt publique avec l'ONF, mais il y a aussi une très large partie de forêt privée sur laquelle les évolutions de mode d'exploitation sont très déterminants. La biodiversité, ça va être aussi les évolutions sur la consommation, l'utilisation de phytosanitaires, sur lesquelles les choses sont très concrètes, et donc il y a des évolutions sur ces sujets-là, etc., etc. Donc c'est en prenant des actions concrètes de ce type-là, en prenant les facteurs de pression finalement, et en regardant comment sur le territoire on les concrétise opérationnellement, c'est ça la méthode qu'on a choisie. Et puis ça concerne aussi les ressources. Par exemple, il y a un sujet en termes d'économie circulaire et de déchets. On s'est engagé à diviser par 2 les mises en décharge à partir du 1er janvier 2025 par rapport à 2010. Quand on regarde la situation réelle, le compte n'y est pas tout à fait aujourd'hui. Et donc ce travail territoire par territoire de se dire qu'est-ce qu'on active du coup en termes de levier de prévention ou même de gestion d'unités de traitement, etc. pour y arriver, ça rentre dans ce sujet de planification territoriale. Et encore une fois, ce n'est pas l'État qui décide. Enfin, la méthode qu'on a choisie, c'est on met quelque part une mise de jeu qui est assez détaillée en termes de leviers possibles, d'objectifs quantitatifs. Et ensuite, le débat, il va porter sur est-ce qu'on peut faire les choses différemment et comment on sécurise les plans d'action. Ça inclut la mobilisation de tous, le financement, etc. Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, il faut qu'un euro public fasse un euro privé, voire plus. Ça fait partie évidemment des enjeux de cette transition écologique, c'est qu'elle implique effectivement le secteur privé. On a eu les chiffres de Jean Pisani-Ferry, le rapport qui était sorti, qui donnait 65-66 milliards à peu près d'euros d'investissement par an. Comment est-ce que votre planification, quand on voit les difficultés évidemment, alors vous n'allez pas répondre aux difficultés de financement public, ça c'est pas votre rôle, mais est-ce que vous arrivez finalement à chaîner aussi les besoins de financement, notamment du secteur privé, pour accompagner, là dans le budget, on a rajouté 7 milliards, donc je crois qu'on est à 40 milliards d'euros d'investissement divers dans le budget 2024. Est-ce que ça accompagne suffisamment cette transition et comment est-ce que vous allez finalement, est-ce que vous allez être une sorte de grand pilote de la transition vu d'un point de vue macroéconomique, quoi? Alors, les ordres de grandeur, vous avez cité, donc il y a les 60 milliards d'euros d'investissement par an cités par Jean Pisani-Ferry dans son rapport avec Selma Mahfouz. Il y a aussi l'existant, c'est-à-dire aujourd'hui, sur tous ces sujets-là, alors c'est une estimation un peu à la grosse, mais il y a à peu près 120 milliards d'euros par an qui sont mobilisés à l'investissement sur tout l'ensemble de ces sujets, à la fois de décarbonation des bâtiments, des transports, etc., sur le territoire national. Donc on est sur une augmentation en gros de plus 50% de cet investissement-là. Ça va se faire progressivement. Pisani dit il faut que ça monte en puissance jusqu'à 2030, et c'est pour partie. Alors il y a plus de la moitié, on va dire 2/3, qui sont globalement aujourd'hui de l'investissement privé. Et donc cet investissement privé, il est à la fois parce que dans certains cas, il y a des business cases qui fonctionnent d'ores et déjà. Donc sur les énergies renouvelables, par exemple, ça se développe assez facilement dans certains cas. Il y a un certain nombre d'opérations de rénovation, où il y a un certain nombre en termes de mobilité, des choses sur lesquelles le TCO, quand on ramène l'investissement et le fonctionnement, les choses sont intéressantes d'ores et déjà. Il y a des sujets qui sont tirés par la norme. Véronique évoquait tout à l'heure le sujet de la RE20, la réglementation thermique, mais c'est aussi le décret tertiaire sur les bâtiments. Et donc là, oui, effectivement, il y a un coût. Et derrière, la question, c'est qu'il soit soutenable pour l'ensemble des acteurs. Et puis, il y a quand même toute une politique très forte de soutien à l'investissement qui est menée par l'État. J'entendais du coup l'intervenant précédent qui évoquait du coup sur les sujets des portes de frigo, par exemple, le besoin d'un soutien. Mais il y en a sur plein de secteurs aujourd'hui. La loi Industrie verte qui vient d'être votée, elle donne aussi un crédit d'impôt vert qui permet de soutenir l'investissement. Et c'est là où on rejoint en réalité 10 milliards d'euros d'engagement qui donnent 7 milliards d'euros de crédit paiement qui ont été inscrits dans le PLF 2024, qui est un surplus d'investissement public pour pouvoir aider l'ensemble des acteurs à investir et qui vont à la fois porter sur des questions de rénovation des logements de particuliers, par exemple ma prime rénov', sur des sujets d'aide à l'investissement dans l'infrastructure de transport, mais aussi sur des sujets de décarbonation de l'industrie. Et ça s'ajoute du coup à tout l'argent qui a été mis sur la table, notamment dans France 2030, et qui va financer aussi beaucoup la décarbonation. Je pense par exemple aux 50 sites, plus gros sites industriels sur lesquels le président de la République s'est engagé. Et puis les choses avancent bien. Cette semaine d'ailleurs, en marge du congrès des maires, il va y avoir la signature d'une grosse partie de ces 50 contrats qui permettent d'objectiver et de concrétiser finalement ce travail de décarbonation. Et ce qui serait intéressant, mais ça évidemment ça va être le sujet des années qui viennent, c'est d'arriver à chiffrer également l'impact en emploi vert, de cette planification, puisque normalement elle est censée effectivement, alors dans le bâtiment, même si c'est une période un peu difficile en ce moment dans la construction et dans le logement, mais on peut espérer effectivement que ce grand plan de rénovation
créer des emplois, créer de la croissance. C'est pareil dans l'automobile. Il va y avoir une transition du secteur automobile qui est probablement une des plus violentes et rapides qu'elle ait jamais connue. Mais ça va permettre aussi de générer des emplois nouveaux. On pense à ces gigafactories, au recyclage des batteries. Comment est-ce que vous arrivez à chaîner aussi macroéconomiquement l'impact? On a beaucoup dit, ça va être une croissance verte et vertueuse demain grâce à la transition écologique, mais on n'en a pas encore eu tout à fait la preuve. Je pense que ça, c'est un art d'exécution quelque part. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui sont là pour pouvoir arriver à faire une transformation assez profonde. Et justement, je parlais de territorialisation tout à l'heure. Ce travail, si je reprends l'exemple du bâtiment, ça ne se regarde pas en général sur tout le territoire. Ça se regarde sur chacun des bassins d'emploi quelque part et aussi des zones des besoins des métropoles et de formation. Donc, il y a un besoin, si je reprends les bâtiments, de formation et d'emploi qui est très fort, qu'on chiffre à peu près à 200 000 emplois nouveaux formés d'ici 2030. Mais derrière, la bonne réalisation, quelque part, la réalisation de l'opportunité de cette transition-là, elle va dépendre de notre capacité, à faire revenir du coup un certain nombre d'usines pour continuer à produire en France un certain nombre de sujets. Je parlais des pompes à chaleur, des batteries, etc. Il faut continuer à déployer annoncé, cela, de créer une filière. Le concrétiser jusqu'au bout, ces filières-là. Et puis avoir ce travail très fin, du coup, par bassin d'emploi. Et donc là, l'approche territoriale est importante pour pouvoir apporter aussi les bons outils de formation, de reconversion, de façon à ce que cette transition en matière d'emploi aussi soit aussi une réalité. Donc ça, c'est pas uniquement une affaire de plan dans un bureau, j'allais dire, c'est vraiment une affaire de concrétisation sur le terrain et de mobilisation de tous les acteurs, notamment ceux de la formation, ceux des entreprises, pour pouvoir y arriver. Donc on peut dire que cette planification écologique est un outil de transformation à moyen long terme de l'économie française. On pourrait y lire comment ce que seront une partie des emplois des grandes activités de demain, si on devait regarder les grandes filières, les grands bassins. Une première esquisse, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir la boule de cristal sur tout cela, et une méthode aussi qui est de dire régulièrement, on réactualise cette vision. Est-ce qu'il faudra la réviser régulièrement, c'est ça? Absolument, je pense que c'est la contrepartie d'avoir une forme de scénario central qui décrit finalement l'évolution des choses telles qu'elles pourraient être. Ça veut dire que régulièrement, il faut pouvoir réévaluer où on en est, réajuster le cas échéant, et tout ça avec une forme de transparence et de travail collectif pour que du coup embarquer le plus grand nombre. C'est ça le défi qu'on a devant nous, donc à la fois d'exécution, de pilotage, de mobilisation générale. C'est assez passionnant et je pense que ça nous concerne absolument tous. Absolument. Merci beaucoup Antoine Peillon d'être venu nous voir.